Avez-vous déjà vu un père traiter sa propre fille de bonne à rien lors d'un dîner de famille? C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 3 jours. Devant 20 proches, mon père, PDG, s'est levé et a annoncé que j'étais un poids mort, un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Il m'a défié de survivre ne serait-ce qu'une semaine sans l'argent de la famille, sans sa protection, sans le nom des Chambers. J'ai donc accepté son défi. J'ai posé les clés de mon Pantouse à 3 millions de dollars sur la table et je suis sorti. Ce que Richard Chambers ne savait pas, c'est que je documentais ses crimes depuis des mois, le fonds de fiducie qu'il volait, les signatures qu'il falsifiait, les 200 millions de dollars qu'il avait illégalement levés. 36 heures plus tard, il avait tout perdu. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me dire d'où vous regardez. Je m'appelle Evelyn Chambers, et voici comment j'ai démantelé un empire avec la vérité. Le siège social de Chambers Holdings occupait les 5 derniers étages d'un gratte-ciel de Manhattan, avec le bureau d'angle de mon père Richard occupant la moitié du 40e étage. Chaque matin, pendant 10 ans, j'arrivais à 7 heures, en passant devant le monnaie original dans le hall, un rappel à 12 millions de dollars du succès de la famille. En tant que directrice financière, je gérais tous les chiffres importants de notre empire immobilier de 2 milliards de dollars. Chaque acquisition, chaque rapport trimestriel, chaque présentation aux investisseurs passait par mon bureau. Mais selon l'organigramme accroché dans la salle de réunion, je n'avais aucun droit de vote. Ce privilège appartenait à mon frère Marcus, le vice-président exécutif, dont la contribution réelle à l'entreprise consistait principalement en de longs déjeuners et des réunions de golf. Mon père ajustait sa Patek Philippe Nautilus à 400 000 $ avant nos briefings matinaux. Le mouvement suisse attrapant la lumière alors qu'il me rappelait que les chiffres ne sont qu'un travail de soutien, ma chérie. Les vraies affaires se font sur le terrain de golf. J'acquiesçais, retournais à mon bureau et continuais à gérer l'infrastructure financière qui maintenait son empire debout. L'ironie ne m'échappait pas. Je détenais une licence de CPA et une maîtrise en finance de Columbia, des diplômes que j'avais obtenus grâce à des bourses d'études et des semaines de 70 heures. Pendant ce temps, le MBA de Wharton de Marcus, entièrement financé par papa, était accroché bien en évidence dans son bureau à côté des photos de ses jours de fraternité. La mallette Hermès que je portais n'était pas un cadeau. Je l'avais achetée moi-même après avoir conclu une fusion particulièrement complexe qui a permis à l'entreprise d'économiser 40 millions de dollars d'impôts. Papa s'est attribué le mérite de cet accord lors de la réunion du conseil d'administration. Bien sûr, Marcus avait présenté mon analyse comme sa propre vision stratégique. Pendant 10 ans, j'ai été la fondation invisible qui soutenait leur tour doré. Ils ne s'attendaient juste pas à ce que la fondation s'en aille. La situation s'est établie tôt dans nos carrières chez Chambers Holdings. Je passais 3 semaines à préparer l'analyse financière trimestrielle, les projections de revenus, les comparaisons de marché, les évaluations des risques jusqu'à la décimale près. Marcus passait 3 minutes à la présenter au conseil d'administration comme son propre travail, trébuchant sur une terminologie qu'il ne comprenait pas, tandis que notre père rayonnait de fierté. Marcus est l'avenir de cette entreprise, annonçait Richard à chaque occasion, sa main sur l'épaule de mon frère lors des dîners avec les investisseurs, les mêmes dîners où je m'asseyais tranquillement, nourrissant Marcus de statistiques par SMS sous la table lorsque les membres du conseil posaient des questions spécifiques. Le dernier trimestre a été particulièrement mémorable. Marcus avait élaboré une nouvelle stratégie d'investissement qui élargirait notre portefeuille aux marchés émergents. La présentation de 70 pages était la mienne, y compris les modèles financiers qui ont pris 2 semaines à perfectionner. Lorsqu'Harold Morrison, notre président du conseil d'administration, a posé des questions sur les protocoles d'atténuation des risques, Marcus s'est figé. Je l'ai regardé tâtonner pendant 15 secondes avant d'intervenir en douceur avec une clarification qui a sauvé la présentation. Réponse de Richard, excellente reprise, mon fils. Evelyn, assure-toi de mieux soutenir ton frère la prochaine fois. Le MBA de Wharton que Richard aimait mentionner coûtait 300 000 $. Mon diplôme de Columbia, obtenu le soir tout en travaillant à temps plein, ne m'a rien coûté grâce à des bourses universitaires. Devinez lequel était accroché au mur des réalisations de la salle de conférence de la direction. La partie la plus douloureuse n'était pas le manque de reconnaissance. C'était de voir Marcus croire à son propre mythe, pensant sincèrement que ses journées de travail de 2 heures et ses déjeuners arrosés constituaient un leadership exécutif. Il avait hérité de la mâchoire et de la confiance de notre père. J'avais hérité de l'esprit vif de notre grand-mère et, comme j'allais bientôt le découvrir, de sa clairvoyance. La question que tout le monde poserait plus tard était de savoir pourquoi j'avais toléré cela si longtemps.
La réponse était plus simple qu'il ne le pensait. Judith Chambers est décédée en 2015, laissant derrière elle plus que du chagrin. Ma grand-mère avait construit les fondations de Chambers Holdings aux côtés de mon grand-père, bien que son nom n'apparaisse nulle part dans l'histoire de l'entreprise. Avant d'épouser un membre de la famille, elle avait été avocate d'entreprise, un détail que mon père préférait oublier. Les funérailles ont été somptueuses, comme prévu, 500 invités, des orchidées blanches importées de Thaïlande, un quatuor à cordes jouant son Vivaldi préféré. Mais ensuite, dans le bureau de l'avocat, la vraie Judith a émergé grâce à son testament. Elle avait laissé une fiducie de 500 millions de dollars répartis entre ses 3 petits-enfants, Richard étant désigné comme fiduciaire principal. Votre grand-mère a toujours cru en une documentation appropriée, avait déclaré l'avocat successoral, faisant glisser des copies sur la table en acajou. Richard y jeta à peine un coup d'œil avant de signer. Marcus vérifiait son téléphone, mais j'ai lu chaque ligne, comme grand-mère me l'avait appris lors de nos thés du dimanche après-midi. Garde toujours tes propres copies, ma chérie, m'avait-elle dit une fois, ses doigts enroulés autour de la porcelaine fine, ses yeux vifs malgré ses 80 ans. Le pouvoir n'est pas dans les titres ou les bureaux d'angle. Il est dans les petits caractères que personne ne prend la peine de lire. J'avais souri alors, pensant que c'était juste la façon dont grand-mère encourageait sa petite-fille studieuse. Cet après-midi dans le bureau de l'avocat, j'ai demandé une copie complète des documents de fiducie. Richard a ri. Pourquoi faire? Tu ne fais pas confiance à ton propre père? La secrétaire a quand même fait les copies. Je les ai classés dans un coffre-fort à la First National Bank, la même succursale où grand-mère avait gardé ses propres papiers. Cela semblait sentimental à l'époque, de conserver des documents dont je n'aurais probablement jamais besoin dans la même banque qu'elle avait utilisée. 7 ans plus tard, ces 40 pages deviendraient l'héritage le plus précieux qu'elle m'ait laissé. Mais d'abord, je devais découvrir ce que mon père avait fait. La réunion du conseil d'administration du 4e trimestre aurait dû être une routine. 15 administrateurs étaient réunis autour de la table de conférence polie, des stylos Montblanc pointés sur des portefeuilles en cuir italien. J'avais identifié un écart de 50 millions de dollars dans la division de Marcus, de l'argent s'échappant par des sociétés écrans qu'il avait approuvées sans vérification appropriée. Il y a un problème important avec le développement de Riverside, ai-je commencé, en affichant les feuilles de calcul sur l'écran de présentation. Les chiffres racontaient une histoire claire de négligence et de fraude possible. Richard m'a interrompu au milieu d'une phrase. Ne réfléchis pas trop, ma chérie. Marcus a déjà répondu à ses préoccupations en privé. Marcus n'avait rien réglé. Il n'était même pas au courant de l'écart avant que je ne le mentionne. Mais il a acquiescé sagement, jouant le rôle du dirigeant compétent pendant que je me tenais là avec 40 pages de preuves qui ne seraient jamais vues. Peut-être devrions-nous laisser les hommes gérer les décisions stratégiques, a ajouté Richard, suscitant quelques rires malaisés de la part des membres les plus âgés du conseil. Evelyn a tendance à se perdre dans les détails. Harold Morrison, notre président du conseil d'administration, a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Son regard a croisé brièvement le mien, un éclair de quelque chose qui aurait pu être de la sympathie ou de la déception. Les autres administrateurs se sont agités sur leur siège, étudiant leur portefeuille avec une intensité soudaine. Je suis retourné à mon siège, le visage soigneusement neutre. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental a changé. Après la réunion, Harold m'a approché près de l'ascenseur. Cet écart, a-t-il dit doucement, est-il aussi grave que vous l'avez indiqué? Plus grave que vous ne le savez, ai-je répondu. Il m'a tendu sa carte de visite, son numéro de portable personnel étant écrit au dos. Documentez tout, a-t-il dit, puis s'est éloigné. Cette nuit-là, j'ai commencé un audit forensique de toute notre structure financière. Ce que j'ai trouvé dans les comptes de fiducie familiale a fait ressembler l'écart de 50 millions de dollars à une erreur d'arrondi. Des auditeurs externes devaient arriver dans 3 semaines. En tant que directrice financière, je devais préparer tous les documents financiers, y compris les comptes de fiducie familiale que Richard gérait généralement personnellement. Il était à Aspen pour une retraite d'affaires qui ressemblait étrangement à des vacances de ski. Les dossiers ont donc atterri sur mon bureau. Le premier signal d'alarme est apparu à la page 12, un prêt de 200 millions de dollars avec la fiducie inscrite en garantie. C'était illégal. Les actifs de la fiducie ne pouvaient pas être utilisés pour des garanties personnelles selon les conditions établies par grand-mère. J'ai continué à lire, mon café devenant froid à mesure que chaque page révélait une autre violation. Richard utilisait la fiducie comme sa tirelire personnelle, prêts commerciaux,
spéculations immobilières, même un achat de yacht au Caïman, le tout soutenu par de l'argent qu'il n'avait pas le droit de lever. Mais la pire découverte est survenue dans les documents de transfert d'il y a 6 mois. La signature de Marcus autorisait le transfert de 50 millions de dollars de la fiducie vers une opportunité d'investissement qui s'est avérée être un développement de casino à Atlantic City. Sauf que la signature de Marcus était fausse. Je connaissais l'écriture de mon frère. Nous avions partagé suffisamment de laissez-passer falsifiés au lycée. Ce n'était même pas comparable. J'ai tout photocopié. Puis j'ai photographié les copies. Ensuite, j'ai téléchargé des fichiers cryptés vers 3 services cloud différents. Mes mains tremblaient pendant que j'organisais les preuves en une chronologie, 5 ans de fraude systématique, de falsification et de violation fiduciaire. C'est alors que je me suis souvenu du coffre-fort de grand-mère. Elle m'avait ajouté comme signataire l'année avant sa mort, disant qu'elle voulait que quelqu'un de responsable y ait accès. Je ne l'avais jamais ouvert, respectant sa vie privée même après sa mort. Mais maintenant, assise dans mon bureau, entouré de preuves de la trahison de mon père, j'ai clairement entendu sa voix, pour quand tu en auras le plus besoin. Demain, c'était le dîner de la dynastie familiale. Le timing semblait être le destin. La salle à manger privée du Bernardin avait été réservée pour le dîner trimestriel de la famille Chambers. 20 proches étaient réunis autour de la table, des verres en cristal baccarat captant la lumière des bougies alors que Richard se levait pour son toast traditionnel. À l'avenir de l'empire des Chambers, a-t-il commencé, sa voix véhiculant cette autorité de PDG qui faisait se pencher les membres du conseil d'administration, et pour annoncer que Marcus sera promu président, à compter de lundi. Le plat de bœuf wagyu était resté intact dans mon assiette pendant que les proches applaudissaient. Marcus souriait, acceptant les félicitations tandis que nos cousins murmuraient leur surprise. Je n'avais pas été consulté. La directrice financière n'avait pas été informée d'une restructuration qui affecterait tous les documents financiers de l'entreprise. 30 ans à construire cet empire, a continué Richard, sa main sur l'épaule de Marcus, et je ne pourrais pas être plus fier de voir mon fils prêt à prendre les rênes, à la loyauté familiale avant tout. 20 verres se sont levés. Le mien est resté sur la table. Le toast de Richard a duré 5 minutes, reconnaissant les contributions de divers membres de la famille, la nouvelle galerie de notre cousin James, le championnat de golf de l'oncle Robert, la brillante vision stratégique de Marcus. Mon nom n'est jamais apparu. Au moins, tu as un emploi stable, m'a murmuré tante Suzanne à l'arrivée du dessert. Tout le monde ne peut pas en dire autant dans cette économie. J'ai souri, j'ai acquiescé et je n'ai rien dit. À l'intérieur, je calculais, les documents de fiducie et le coffre-fort de grand-mère, les preuves sur mon ordinateur portable, la carte de visite que Harold Morrison m'avait donnée, la réunion de fusion prévue pour lundi matin. Marcus riait à quelque chose que notre cousin avait dit, confiant dans sa promotion. Richard tenait la cour, le patriarche dans son élément. Aucun d'eux n'a remarqué que je vérifiais mon téléphone, lisant l'email de Margaret Sullivan à First National Trust, reçu votre demande. Nous devrions discuter immédiatement des dispositions de votre grand-mère. Le toast au champagne était toujours en cours quand je me suis discrètement excusé pour aller aux toilettes. Au lieu de cela, j'ai passé un appel. Si vous vous êtes déjà senti sous-évalué dans votre propre famille, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si cette histoire résonne avec quelque chose que vous avez vécu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui va se passer ensuite, car ce qui s'est passé dans les 24 heures suivantes a changé non seulement ma vie, mais toute la structure du pouvoir de la famille Chambers pour toujours. Maintenant, laissez-moi vous parler du moment où tout a explosé. Richard n'avait pas fini. Alors que les assiettes à dessert étaient débarrassées, il se leva à nouveau, ses boutons de manchette Cartier captant la lumière alors qu'il faisait un geste pour attirer l'attention. La pièce s'est tue, sentant que quelque chose d'important allait arriver. Vous savez, construire un empire exige des décisions difficiles, a-t-il commencé, ses yeux trouvant les miens à travers la table. Parfois, cela signifie porter un poids mort pour le bien de l'harmonie familiale. Mes doigts ont trouvé le collier de perles de ma grand-mère, la seule chose lui appartenant que je portais tous les jours. Mais vient un moment où même la famille doit prouver sa valeur. Il me regardait directement maintenant. Evelyne ici pense qu'elle est indispensable, pense que ses petits tableurs et ses rapports sont ce qui fait fonctionner cette entreprise. Marcus a ri, a vraiment ri. Plusieurs cousins se sont agités inconfortablement sur leur siège. Je vais vous dire à quoi ressemble la vraie valeur, a continué Richard. Ce sont les relations, la vision,
la capacité de conclure des affaires sur un terrain de golf, pas de se cacher derrière une calculatrice. Tout ce que vous avez, a-t-il pointé du doigt, je vous l'ai donné. Cet emploi, cet appartement, cette vie que vous vivez, tout cela existe parce que je le permets. 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Quelqu'un enregistrait sur son téléphone, probablement cousine Jennifer, qui diffusait tout en direct sur son Instagram. Alors, voici mon défi, ma fille. Tu penses être si capable, si indépendante? Allez-y, partez. Prouvez que vous pouvez survivre une semaine sans le nom des Chambers, sans l'argent de la famille, sans ma protection. Son sourire était froid. Je vous garantis que vous reviendrez ramper dans les 3 jours, en implorant votre petit boulot de bureau. La pièce a retenu son souffle. Même les serveurs s'étaient figés près de la porte. Je me suis levé lentement, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mes clés, le Pentouse, la Mercedes, le bureau. Chacune a fait un bruit distinct lorsque je les ai posées sur la table en marbre. Vous avez raison, père. Je devrais tester cette théorie. Le porte-clés Hermès a fait un petit cliquetis contre le marbre de Carrare. C'était le seul bruit dans la pièce. J'ai retiré chaque clé méthodiquement, le Pentouse sur le Upper East Side, 3 millions de dollars de verre et de marbre qui ne m'avaient jamais donné l'impression d'être chez moi, la Mercedes Classe S dans le garage, un cadeau d'anniversaire qui venait avec des conditions, le badge d'employé de Chambers Holdings, le badge d'ascenseur privé, le laissez-passer de stationnement privé. La photo montrait une version plus jeune et plus pleine d'espoir de moi-même. Tu as raison sur un point, père, dis-je, ma voix aussi stable qu'un appel de résultats trimestriels. Tout ce que j'ai, tu me l'as donné, alors voilà, reprends tout. La bouche de Marcus s'entr'ouvrit. Tante Suzanne laissa tomber sa cuillère à dessert. Quelqu'un, je crois que c'était cousine Jennifer, laissa échapper un halètement audible. Son téléphone enregistrait définitivement, et j'ai remarqué qu'elle était passée à FaceTime. Le visage sur son écran ressemblait à celui d'Harold Morrison. Le visage de Richard était passé d'un air suffisant à la confusion. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. J'étais censé pleurer, supplier, m'excuser pour une offense imaginaire qui avait déclenché sa démonstration de domination. Evelyne, ne sois pas dramatique, ma mère finit par parler, sa voix fine d'embarras. Je ne suis pas dramatique, répondis-je, en détachant le collier de perles, la seule chose que je garderai. Je suis pratique. Père a soulevé un point valable. Je devrais découvrir ce que je vaux sans le nom des Chambers. J'ai ramassé mon sac à main, mon propre achat avec mon propre salaire, et je me suis dirigé vers la porte. 20 membres de la famille ont regardé en silence stupéfait. C'est ridicule, Richard cria après moi. Tu seras de retour demain, en train de supplier. Peut-être, dis-je, m'arrêtant à la porte. Mais d'une certaine manière, j'en doute. La dernière chose que j'ai entendue avant que la porte ne se ferme était Marcus disant, elle sera de retour demain matin. Si seulement il savait ce que le matin allait vraiment apporter. Les draps du motel 6 étaient rêches, mais ma conscience était tranquille. J'avais payé en espèces pour 3 nuits en utilisant des billets de mon fonds d'urgence personnel, 50 000 $ accumulés sur 10 ans grâce à l'argent d'anniversaire, au remboursement d'impôts et aux petits bonus que Richard ne connaissait pas. De l'argent qui n'avait jamais touché un compte Chambers. Mon téléphone vibrait constamment sur la table de chevet. 47 appels manqués de ma mère. 12 textos de Marcus allant de « Arrête d'être dramatique » à « Tu embarrasses la famille » à « Papa va te déshériter ». L'email de Richard est arrivé à 23 h, présente-toi au bureau lundi à 9 h ou considère-toi comme licencié. Cette crise de colère infantile est allée assez loin. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel, un ThinkPad remis à neuf que j'avais acheté à l'université, et j'ai commencé à organiser les fichiers que j'avais copiés. Documents de fiducie, signatures falsifiées, prés-illégaux, chaque élément de preuve classé et référencé. À minuit, j'ai appelé Margaret Sullivan. Madame Chambers, répondit-elle au premier coup de sonnette malgré l'heure tardive. Je m'attendais à votre appel depuis 3 ans. Votre grand-mère a prédit ce moment. Elle a dit que Richard finirait par te pousser trop loin, et quand il le ferait, tu aurais besoin d'aide. Je suis l'avocate principale en fiducie chez First National. Nous surveillons certaines irrégularités dans la gestion de la fiducie par votre père. À quel point est-ce grave? Assez grave pour que le conseil d'administration soit informé. Assez grave pour que des accusations criminelles soient possibles.
Assez grave pour que vous, en tant que principal bénéficiaire, ayez des motifs d'invoquer l'article 7. Article 7, dispositions relatives aux fiduciaires indépendants. Je l'avais lu une douzaine de fois mais je n'avais jamais imaginé l'utiliser. Il y a une réunion du conseil d'administration lundi matin, dis-je. Un vote sur une fusion. Timing parfait. J'aurai besoin de vous à First National à 8 heures du matin. Apportez tout. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Harold Morrison. Le dimanche matin, la panique familiale avait atteint une masse critique. Ma mère appelait toutes les heures, ses messages vocaux passant d'une déception sévère à une hystérie à peine dissimulée. Ton père s'est enfermé dans son bureau. Les avocats de la fusion posent des questions. S'il te plaît, Evelyne, rentre à la maison et excuse-toi. Marcus a envoyé une photo de mon bureau vide avec la légende, j'espère que tu as apprécié ta crise de colère. Je suis déjà en train d'installer mes affaires. Mais les messages les plus intéressants provenaient de sources inattendues. Harold Morrison a envoyé un texto 2 fois. Richard prétend que vous avez eu une dépression. Le conseil d'administration a besoin d'être rassuré avant le vote sur la fusion de lundi. Veuillez confirmer votre statut. 3 membres du conseil d'administration ont contacté en privé. La diffusion en direct du dîner par Jennifer avait fait le tour, pas publiquement, mais au sein du cercle restreint de l'entreprise. L'optique était terrible, un PDG harcelant sa propre fille directrice financière jusqu'à ce qu'elle quitte littéralement les lieux. Puis est venu l'appel qui a tout changé. Madame Chambers. La voix était nerveuse, jeune. Ici Bradley de l'IT. Je sais que vous n'êtes pas techniquement avec l'entreprise en ce moment, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Votre père m'a demandé de supprimer tous vos accès aux fichiers de la fiducie, mais le truc c'est que vous avez créé des sauvegardes qu'il ne connaît pas sur les serveurs de la filiale. Devrais-je aussi les supprimer? Je me suis redressé sur le lit du motel. Bradley, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand je t'ai embauché? Toujours suivre les protocoles de documentation appropriés. Exactement. Alors, que dit le protocole sur les demandes de suppression? Elles doivent être faites par écrit avec l'approbation du conseil d'administration pour tout ce qui concerne les documents de la fiducie. Alors tu as ta réponse. Après avoir raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des jours. La panique de Richard le rendait négligent. Essayer de supprimer des preuves était une obstruction. Margaret Sullivan serait très intéressée par cette information. Mais la vraie panique ne commencerait que demain matin. Le coffre-fort de la banque First National ressemblait à un sanctuaire. Margaret Sullivan attendait que je tourne la clé que ma grand-mère m'avait donnée il y a 7 ans. À l'intérieur, avec quelques bijoux et de vieilles photos, se trouvait une enveloppe manie marquée, pour Evelyne quand le moment sera venu. La lettre à l'intérieur était datée de 6 mois avant sa mort. Ma très chère Evelyne, si tu lis ceci, Richard a finalement montré sa vraie nature. Je l'ai vu rejeter ton intelligence tout en volant ton travail. J'ai vu Marcus recevoir le mérite de tes réalisations. Je suis restée silencieuse, espérant que Richard changerait. Il ne le fera pas. La fiducie que j'ai créée a des protections que Richard ne comprend pas parce qu'il n'a jamais lu au-delà de la page de signature. Article 7, section 3, tout fiduciaire qui utilise les actifs de la fiducie à des fins personnelles perd immédiatement tous ses droits de gestion. La principale bénéficiaire, c'est toi, ma chère, avec une participation de 40%, peut invoquer une surveillance indépendante. Richard pense que la fiducie est la sienne à contrôler. Il a tort. Je m'en suis assuré. Sous la lettre se trouvaient des documents originaux de 2015, dont un que Richard n'avait jamais vu, un codicille me nommant principal bénéficiaire avec un pouvoir de remplacement en cas de violation fiduciaire. L'avocat de grand-mère l'avait notarié séparément, le gardant à l'insu de Richard. Margaret a examiné chaque document attentivement. Votre grand-mère était brillante. Ces dispositions sont inattaquables. Avec les preuves que vous avez recueillies des violations de Richard, nous pouvons geler son contrôle immédiatement. Qu'en est-il de la réunion de fusion de demain? C'est là que nous passons à l'action. Une responsabilisation publique à son meilleur. Elle sourit, me rappelant ma grand-mère. Richard est sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on sous-estime les femmes de sa famille. Je pensais à Richard et Marcus, probablement en train de célébrer mon absence, en train de planifier leur fusion, confiants dans leur pouvoir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver.
Le bureau de Margaret Sullivan occupait tout un étage du siège social de First National. En tant qu'avocate principale en fiducie, elle commandait une équipe de 20 avocats. 3 d'entre eux étaient assis autour de sa table de conférence. Les documents étaient étalés devant eux comme des plans de bataille. Votre grand-mère m'a engagé personnellement en 2014, expliqua Margaret. Elle soupçonnait Richard d'abuser éventuellement de sa position. Je documente les irrégularités depuis 3 ans, attendant qu'un bénéficiaire agisse. Pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt? Sans plainte d'un bénéficiaire, je n'avais aucune qualité pour agir. Votre grand-mère m'a fait promettre d'attendre que vous veniez me voir. Elle a dit que vous sauriez quand le moment serait venu. Les preuves étaient pires que ce que j'avais découvert. Richard avait contracté 5 prêts distincts contre la fiducie, totalisant 300 millions de dollars. Marcus avait approuvé des virements qui transféraient des fonds vers des comptes offshore. Ils avaient traité la fiducie comme une caisse noire d'entreprise. Le plus beau, c'est, continua Margaret, qu'ils ont violé les dispositions exactes que votre grand-mère avait mises en évidence. Elle connaissait les faiblesses de son fils, l'arrogance et la cupidité. Les documents de la fiducie comprennent des pénalités spécifiques pour ces violations exactes, telles que la destitution immédiate en tant que fiduciaire, le gel de tous les actifs liés à la fiducie et, voici le meilleur, toutes les décisions commerciales prises en utilisant les fonds de la fiducie comme levier deviennent annulables. Cela inclut la fusion de demain. Harold Morrison avait été mis en copie de notre dépôt. Sa réponse fut immédiate. Le conseil d'administration doit être informé. Ce sont des informations importantes qui affectent une transaction majeure. Viendrez-vous à la réunion? Demandai-je à Margaret. Avec plaisir. Votre grand-mère était une amie chère. Elle serait fière de voir Richard enfin tenu responsable. Elle fit une pause. Vous réalisez qu'il ne vous pardonnera jamais pour ça. Je pensais aux 20 membres de la famille qu'il avait regardé m'humilier. À 10 ans de crédit volé. À m'avoir dit que je ne valais rien. Il ne m'a jamais valorisé de toute façon. Au moins maintenant, il respectera les conséquences. 10 ans d'expertise financière étaient sur le point de porter leurs fruits d'une manière que père n'avait jamais imaginée. J'ai passé le dimanche soir dans la salle de conférence de Margaret à assembler ce qu'elle appelait la violation la plus complète du devoir fiduciaire qu'elle ait vue en 30 ans. Chaque document racontait une histoire d'abus systématique. Les documents de prêt étaient suffisamment accablants, la signature de Richard autorisant l'utilisation des actifs de la fiducie comme garantie pour ses projets immobiliers personnels. Mais l'implication de Marcus était ce qui déclencherait une enquête criminelle. 3 signatures falsifiées sur les autorisations de transfert, transférant 50 millions de dollars vers des comptes aux îles Caïmans, des comptes qui ont coïncidemment payé ses dettes de jeu et le condo de sa maîtresse à Miami. Cet email m'intéresse particulièrement, Margaret a mis en évidence un message sur son écran. Richard à Marcus, daté d'il y a 6 mois, la fiducie n'est que de l'argent de famille de toute façon. Déplace ce dont tu as besoin. Nous le paierons plus tard. Puis il y avait l'enregistrement. Bradley de l'IT m'avait envoyé autre chose, l'audio de la session exécutive du conseil d'administration le mois dernier. Richard discutant explicitement d'emprunter à la fiducie jusqu'à la clôture de la fusion. La voix d'Harold Morrison demandant « Est-ce légal ?» La réponse de Richard « Je suis le fiduciaire. Je décide ce qui est légal. » Nous avons tout organisé dans une présentation, des graphiques montrant le flux d'argent, des chronologies de chaque violation, des comparaisons côte à côte des signatures réelles et falsifiées. L'expert comptable légiste que Margaret a fait venir l'a qualifié de « magnifiquement dévastateur ». Une question, dit Margaret alors que nous finissions. Pourquoi maintenant? Vous auriez pu révéler ça il y a des mois. Il devait d'abord me pousser dehors, répondis-je. Sinon, ça ressemblerait à une prise de pouvoir. Maintenant, je suis juste une bénéficiaire concernée protégeant son héritage de l'extérieur de l'entreprise. Margaret sourit. Votre grand-mère apprécierait la stratégie. La réunion du conseil d'administration de demain sera très intéressante en effet. Les documents de fusion étaient posés sur le bureau de Richard, attendant des signatures qui ne viendraient jamais. Parfois, le vrai pouvoir n'est pas ce que les autres vous donnent. C'est ce qu'ils ne savent pas que vous avez déjà. Si vous suivez cette histoire et que vous ressentez ce lien avec vos propres expériences, veuillez aimer et partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le point culminant est sur le point de se dérouler à l'endroit où mon père se sentait le plus en sécurité, sa propre salle de conférence.
Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose dont les membres du conseil d'administration parlent encore aujourd'hui. Lundi matin, 9 heures précises. La salle de conférence de Chambers Holdings n'avait jamais été aussi électrique. 15 membres du conseil d'administration se sont présentés, leurs costumes italiens et leurs montres Rolex étant un uniforme de pouvoir. L'équipe de Phoenix Développement occupait un côté de la table en acajou, leurs avocats révisant une dernière fois les documents de fusion de 500 millions de dollars. Richard est entré comme un empereur conquérant, Marcus le flanquant avec une arrogance pratiquée. Ils étaient habillés pour la victoire. Richard dans son costume Armani porte-bonheur, celui qu'il portait pour chaque transaction majeure. Marcus arborant de nouveaux boutons de manchette Cartier probablement achetés avec des fonds de la fiducie. Messieurs, commença Richard, sans reconnaître les 3 femmes membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, nous entrons dans l'histoire. Cette fusion cimentera Chambers Holdings comme le plus grand empire immobilier privé de la côte est. Harold Morrison présidait depuis la tête de la table, son expression illisible. Avant de procéder, Richard, le conseil d'administration a des inquiétudes concernant l'absence de votre directrice financière. C'est très irrégulier pour une transaction de cette ampleur. La mâchoire de Richard se serra. Ma fille a pris un congé personnel. Marcus a assumé ses responsabilités. Votre fille, qui est aussi votre directrice financière, clarifia Harold, qui a quitté un dîner de famille après que vous ayez publiquement contesté sa compétence. Oui, nous avons tous vu la vidéo. Regard nerveux autour de la table. La diffusion en direct de Jennifer avait fait son œuvre. C'est une affaire de famille, dit Richard avec désinvolture. Devons-nous procéder à la signature? Le téléphone d'Harold vibra. Il y jeta un coup d'œil et ses sourcils se levèrent. En fait, nous avons des visiteurs. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Margaret Sullivan entra en premier, suivie de 2 représentants de First National en costume noir sévère. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Le visage de Richard passa de confiant à confus. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes au milieu d'une réunion privée. Margaret sourit. Plus maintenant, Monsieur Chambers. Vous êtes destitué de votre poste de fiduciaire de la Judith Chambers Family Trust, avec effet immédiat. La voix de Margaret Sullivan traversa la salle de conférence comme une lame. Elle plaça un ordre de cessation et d'abstention sur la table, le sceau de First National bien en évidence sur l'en-tête. C'est ridicule, balbutia Richard, le visage rouge. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans ma salle de conférence. En fait, nous pouvons, interrompit Margaret. Lorsque les actifs de la fiducie sont utilisés illégalement pour garantir des accords d'entreprise, nous avons non seulement le droit, mais l'obligation d'intervenir. Les avocats de Phoenix Développement étaient déjà en train de faire leurs valises. Leur avocat principal chuchotait avec urgence à leur PDG. La fusion s'évaporait sous les yeux de Richard. Je vais vous faire retirer votre licence, menaça Richard, se levant maintenant, les mains à plat sur la table. C'est du harcèlement. C'est une intervention licite basée sur une violation fiduciaire documentée, continua Margaret calmement. Messieurs, mesdames, je crains que cette fusion ne puisse pas avoir lieu. Les actifs que M. Chambers a promis en garantie sont grevés par des dispositions de la fiducie qu'il a violées. Marcus finit par trouver sa voie. Vous ne pouvez rien prouver. Margaret sourit. Oh, mais nous le pouvons. Harold Morrison n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, mais ses yeux étaient fixés sur Margaret avec une concentration laser. Madame Sullivan, ce sont des allégations graves. Je suppose que vous avez des preuves. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards. L'une d'entre eux, Sandra Chen, qui avait toujours été sceptique quant aux méthodes de Richard, prit la parole. Je pense que nous devons voir ces preuves immédiatement. La façade confiante de Richard se fissurait. C'est un coup monté. D'où ça vient? Qui a déposé cette plainte? Le sourire de Margaret s'élargit. La principale bénéficiaire de la fiducie, bien sûr. Elle va se joindre à nous dans un instant. La porte s'ouvrit à nouveau. L'équipe de Margaret transforma la salle de conférence en une salle d'audience. L'écran principal s'illumina avec des documents, chacun plus accablant que le précédent. Pièce à conviction A, annonça Margaret, sa voix portant l'autorité de 30 ans en droit des fiducies. Document de prêt d'Atlantic Partners, 200 millions de dollars,
avec la fiducie familiale répertoriée comme garantie. Cela viole l'article 7 de l'accord de fiducie. Les membres du conseil d'administration se penchèrent en avant. Plusieurs sortirent leur téléphone, probablement pour alerter leurs propres avocats. Pièce à conviction B, autorisation de transfert déplaçant 50 millions de dollars vers des comptes offshore. L'écran montra la signature de Marcus, puis une analyse légale. Remarquez les points de pression et les schémas de traits. Notre expert en écriture confirme que ce sont des faux. Le visage de Marcus devint blanc. C'est. Je n'ai jamais. Pièce à conviction C, une chaîne de mai entre Richard et Marcus Chambers. Elle lut à voix haute, la fiducie n'est que de l'argent de famille de toute façon. Déplace ce dont tu as besoin. Sandra Smith halta. Un autre membre du conseil d'administration marmonna quelque chose à propos de fraude sur les valeurs mobilières. Et enfin, Margaret cliqua sur la dernière diapositive. Une conversation enregistrée de la session exécutive du mois dernier. La voix de Richard remplit la pièce, « Je suis le fiduciaire. Je décide ce qui est légal. » La voix d'Harold Morrison répondit sur l'enregistrement. « Est-ce légal ?» Le vrai Harold, assis en bout de table, se leva lentement. « Richard, c'est plus qu'inacceptable. C'est criminel. » L'équipe de développement de Phoenix était déjà à la porte. Leur PDG se retourna. « Cet accord est mort. Étage M. Chambers, attendez-vous à recevoir une communication de notre équipe juridique concernant la fraude à la diligence raisonnable. » Richard s'affala sur sa chaise, sa montre à 400 000 $ captant la lumière alors que ses mains tremblaient. « Qui a déposé cette plainte? Qui a fait ça? » Margaret jeta un coup d'œil à la porte. « Pourquoi ne lui demandez-vous pas vous-même? Je suis entré dans la salle de conférence portant mon propre tailleur. Pas un achat Chambers Holdings, mais un tailleur que j'avais acheté avec ma première prime d'un projet de conseil à l'université. Professionnel, discret, puissant dans sa simplicité. Bonjour, conseil d'administration, Père Marcus. » La salle était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. 15 membres du conseil d'administration me fixaient avec des expressions allant du choc à ce qui aurait pu être de l'admiration. Evelyn, la voix de Richard se brisa. « Que as-tu fait? » Mon devoir fiduciaire, répondis-je, prenant place à la table. Pas à mon coin habituel, mais au centre, juste en face de lui. En tant que principal bénéficiaire du Judith Chambers Trust, détenant 40% des actifs familiaux, j'ai découvert des violations systématiques lors d'un examen de routine. Vous n'êtes même plus une employée, protesta Marcus. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Je suis ici en tant que bénéficiaire du trust, pas en tant qu'employé. Lorsque j'ai trouvé des preuves de fraude lors de mon audit final la semaine dernière, j'avais l'obligation d'agir. J'ai posé mon dossier sur la table. Je vous ai donné la chance de vous confesser au dîner, père. Vous avez choisi de m'humilier à la place. Harold Morrison parla avec précaution. Madame Chambers, êtes-vous en train de dire que vous avez découvert cela après avoir quitté l'entreprise? J'ai découvert des irrégularités avant, mais je ne pouvais pas agir pendant que j'étais employé sans que cela n'apparaisse comme un conflit d'intérêts. Vous avez dit que je ne durerais pas une semaine sans la famille, père. J'ai croisé son regard. Cela fait 36 heures, et vous avez perdu le contrôle de 200 millions de dollars. Sandra Smith sourit même. Proposition d'entendre le rapport complet de Mademoiselle Chambers. Approuvé, dirent 3 voix simultanément. L'empire de Richard s'effondrait, et tout le monde dans la pièce le savait. La fondation qu'il avait méprisée venait de faire tomber toute sa maison. Harold Morrison se leva, sa stature de 1m93 imposant une attention absolue. Pendant 20 ans, il avait été président de ce conseil d'administration, et je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Richard, c'est inacceptable. Vous avez exposé cette entreprise à une responsabilité massive, violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières et détruit une fusion cruciale par votre comportement criminel. Harold, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. La voix d'Harold aurait pu geler l'eau. Vous avez utilisé les actifs de l'entreprise comme votre compte bancaire personnel. Vous avez permis à votre fils de commettre un faux. Vous avez violé tous les devoirs fiduciaires que nous vous avons confiés. Il se tourna vers le conseil d'administration. Je demande un vote de défiance immédiat à l'égard de Richard Chambers en tant que PDG. Vous ne pouvez pas faire ça. Richard se leva, le visage rouge de rage.
J'ai construit cette entreprise avec l'argent de la famille de votre femme et l'expertise financière de votre fille. Sandra Smith intervint, nous savons tous depuis des années qu'Evelyn était le véritable cerveau derrière votre succès. Nous manquions juste de courage pour le dire. Le vote fut appelé, un par un, les mains levées, 13 pour la destitution. Seuls Richard et Marcus votèrent contre, et le vote de Marcus ne comptait même pas puisqu'il n'était pas membre du conseil d'administration. De plus, continua Harold, je propose de nommer Evelyn Chambers au poste de directrice financière par intérim avec tous les droits de vote, avec effet immédiat. Approuvé, dit Sandra instantanément. Ce vote fut unanime, Richard s'abstenant même dans un silence vaincu. Harold se tourna vers moi. Mademoiselle Chambers, nous vous devons des excuses. Nous aurions dû agir quand nous avons vu comment vous étiez traitée. Votre grand-mère serait fière de votre courage. Je n'ai pas besoin d'excuses, répondis-je. J'ai besoin d'une réforme de la gouvernance, en commençant par une supervision indépendante de toutes les transactions liées au trust. Tout ce que vous voulez, dit Harold, puis, regardant Richard, vous avez 24 heures pour vider votre bureau. Marcus essaya de sauver quelque chose de l'épave. C'est insensé. Elle détruit notre famille par simple jalousie. Monsieur Chambers Jr. Interrompit Margaret Sullivan. Je serai très prudente quant à ce que vous dites ensuite. Le faux est un crime. Je n'ai rien falsifié. Margaret sortit un autre document. Vraiment? Alors peut-être pouvez-vous expliquer ces prêts personnels d'un montant total de 5 millions de dollars, tous garantis par des documents de trust falsifiés. La salle devint silencieuse. Même Richard fixa son fils avec choc. Marcus, murmura Richard. Qu'est-ce que tu as fait? C'était des investissements. La façade de Golden Boy de Marcus se fissura complètement. Le développement du casino était censé tripler notre argent. Casino? La voix de Richard s'éleva. Vous avez utilisé les fonds du trust pour jouer? C'était une valeur sûre. Mon contact a dit. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Une femme entra. La femme de Marcus, Stéphanie, le visage taillé dans la pierre. Derrière elle se tenait un huissier de justice. Marcus Chambers. L'huissier s'avança. Vous êtes signifié. La voix de Stéphanie était glaciale. Papier de divorce. Mon avocat vous contactera concernant les dettes cachées. 5 millions de dollars de perte de jeu, Marcus. Les liaisons étaient déjà assez mauvaises, mais voler le trust de votre grand-mère. Elle me regarda. Evelyn, merci de m'avoir envoyé les preuves. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de la situation. Marcus regarda entre sa femme et moi, la réalisation se faisant jour. Vous saviez. Vous saviez tout. Je suis experte comptable forensique, Marcus. Pensiez-vous vraiment que je ne remarquerais pas 5 millions de dollars disparaître? J'ai tout documenté. Stéphanie méritait la vérité. Monsieur Chambers Jr. La voix d'Harold Morrison fut finale. Vous êtes licencié pour faute. Avec effet immédiat. La sécurité va vous raccompagner. 2 agents de sécurité apparurent à la porte. Le règne du soleil d'or était terminé. Les dominos juridiques tombèrent rapidement une fois que le conseil d'administration eut agi. La SEC sera très intéressée par ces conclusions, annonça Margaret, son équipe préparant déjà les documents de dépôt. Fraude sur les valeurs mobilières, violation du devoir fiduciaire, faux. Nous envisageons des sanctions civiles et pénales. Richard s'affaissa encore plus sur sa chaise à chaque annonce. Sa Patek Philippe, ce symbole de succès à 400 000 dollars, ressemblait à une entrave. Maintenant, les conséquences immédiates, continua Margaret, s'adressant au conseil d'administration, sont les suivantes. Monsieur Richard Chambers est définitivement démis de ses fonctions de fiduciaire. Les 200 millions de dollars d'actifs du trust sont immédiatement gelés et seront récupérés. Tous les prêts illégaux sont annulés. Qu'en est-il de l'entreprise? Demanda Sandra Smith. Les actifs de l'entreprise sont distincts du trust. Cependant, toutes les décisions prises en utilisant les fonds du trust comme levier sont maintenant annulables. Cela comprend 3 acquisitions immobilières de l'année dernière. Harold fit un calcul rapide. Cela représente près de 50 millions de dollars d'accords qui doivent être annulés. De plus, intervint-je, j'ai identifié 50 millions de dollars supplémentaires d'actifs récupérables provenant des transferts non autorisés de Marcus.
First National a déjà entamé des procédures de recouvrement. Dans mon rôle. Richard parla enfin, sa voix creuse. Le conseil d'administration décidera de votre sort concernant l'entreprise, répondit Harold. Mais je recommande que vous soyez transféré à un rôle consultatif non exécutif. Aucun pouvoir de signature, aucun pouvoir de décision, une figure de proue essentiellement. Quant au trust, ajouta Margaret, Evelyn Chambers servira de cofiduciaire avec First National Bank. Elle aura un droit de veto sur toutes les distributions et tous les investissements. Les chiffres étaient stupéfiants, 200 millions de dollars sécurisés, 50 millions de dollars récupérés, des enquêtes criminelles en cours. L'empire que Richard avait construit sur des fondations volées était en train d'être reconstruit avec une gouvernance légitime. Encore une chose, dit Margaret, le bureau du procureur de district a été averti. Des accusations criminelles sont probables. Je ne veux pas diriger votre empire, père. Je veux juste qu'il soit géré correctement. La salle de conférence s'était vidée, à l'exception de Harold, Richard et moi. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres, illuminant les particules de poussière flottant dans l'air. Des particules de l'ancien régime, littéralement déstabilisées. Tu as tout détruit, dit Richard, sans me regarder. Non, j'ai révélé ce qui était déjà cassé. Tu l'as détruit toi-même au moment où tu as touché au trust de grand-mère. Harold intervint. Evelyn, le conseil d'administration veut vous offrir le poste de PDG. Je refuse. Les deux hommes parurent choqués. Je servirai en tant que directrice financière avec les droits de vote et la surveillance du trust, mais je lance également mon propre cabinet de conseil, en gouvernance d'entreprise et en expertise comptable forensique. Mon premier client sera tout employé de Chambers Holdings qui avait peur de parler des irrégularités. Tu abandonnes l'entreprise, demanda Harold. J'établis des limites. Je veillerai à la santé financière de l'entreprise et je protégerai les actifs du trust, mais je ne sacrifierai pas ma vie pour une organisation qui m'a regardé être humilié pendant des années. Je me levai, ramassant mes documents. Père, à l'avenir, vous aurez besoin de mon approbation pour toute transaction supérieure à $1 million. Toute décision relative au trust nécessite ma signature. Toute présentation au conseil d'administration doit d'abord passer par moi. Tu apprécies ça, accusa Richard. Non, j'établis la supervision qui aurait dû exister depuis le début. Grand-mère savait que tu aurais besoin de limites. Elle me faisait juste confiance pour les faire respecter. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Les dîners de famille peuvent continuer, mais je n'y assisterai pas à moins d'être traité comme une égale. Cela signifie plus de toasts qui ignorent mon existence, plus de crédits volés, plus de petits commentaires dans les feuilles de calcul. Et si je refuse, alors vous ne me verrez que dans les salles de conférence et les dépositions. Votre choix, père. Les réactions de la famille varièrent de manière prévisible. Mère appela mardi matin, sa voix un mélange de reproches et d'admiration réticente. Tu aurais pu gérer ça en privé, Evelyn. J'ai essayé pendant 10 ans. J'ai essayé. Tu l'as regardé m'humilier à chaque dîner, à chaque fête, à chaque réunion de famille. Tu n'as jamais pris la parole une seule fois. Silence, ensuite. Je sais que j'ai été lâche. Je suis désolé. C'était la première excuse que je recevais d'elle. Les cousins se divisèrent en camps. Jennifer, qui avait diffusé le dîner en direct, envoya un message, c'était la chose la plus badass que j'ai jamais vue. Grand-mère serait si fière. Tante Suzanne appela personnellement. Nous avons toujours su que tu étais la plus intelligente, ma chère. Richard avait besoin de ce réveil. Peut-être qu'il appréciera maintenant ce qu'il a au lieu de ce qu'il pense mériter. D'autres furent moins favorables. Oncle Robert, le copain de golf de Richard, envoya un courriel cinglant sur la loyauté familiale. Je ne répondis pas. Ses propres relevés financiers montraient qu'il avait bénéficié des prêts illégaux de Richard. La SEC lui rendrait visite bientôt. Marcus avait fui en Europe avec l'argent auquel il pouvait accéder, laissant Stéphanie nettoyer son gâchis. Elle m'envoya des fleurs avec une note, merci pour la vérité. Richard refusa tout contact. Il avait déménagé dans la maison d'hôte du domaine, incapable d'affronter le Penthouse vide que j'avais quitté. Mère dit qu'il passait ses journées à fixer le portrait de grand-mère dans son bureau. 3 employés de Chambers Holdings me contactèrent en privé, me remerciant d'avoir dénoncé la culture toxique. Ils avaient eu peur de parler du harcèlement de Marcus et de l'intimidation de Richard. Maintenant,
ils avaient l'espoir d'un changement. Je n'ai pas détruit la famille, dis-je à Harold quand il me demanda les retombées. J'ai révélé ce qui était déjà cassé. Parfois, c'est la seule façon de guérir. Le succès est plus doux quand on sait qu'on l'a mérité. En un mois, l'action de Chambers Holdings augmenta de 12%. Le marché adorait les réformes de la gouvernance et la supervision indépendante. Les investisseurs qui se méfiaient du style autocratique de Richard revenaient en masse. 3 entreprises du Fortune 500 m'approchèrent avec des offres de directrice financière. Je les refusai toutes. Au lieu de cela, j'ai lancé Chambers Consulting, sans utiliser le nom de famille comme levier, mais en le revendiquant à mes propres conditions. Ma spécialité, aider les entreprises familiales à établir une gouvernance appropriée avant qu'elles n'implosent. Mon premier client payant n'était pas une entreprise, mais une femme de 32 ans dont le père dirigeait un empire manufacturier. Elle avait appelé après avoir lu l'article sur le scandale Chambers Holdings dans le Wall Street Journal. « Je vis votre histoire, dit-elle. Aidez-moi à éviter votre fin. J'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres à Tribeca, modeste selon les normes Chambers, mais acheté entièrement avec mon propre argent. Pas de fonds de trust, pas de cadeaux de la famille. La vue n'était pas aussi spectaculaire que celle du Penthouse, mais la liberté était inestimable. Chaque jeudi, j'encadrais de jeunes femmes en finance à Columbia, mon alma mater. Le programme est passé de 5 étudiantes à 50 en 2 mois. Elle s'appelait le Grand Mots Club après que j'ai partagé l'histoire de Judith. Le deuxième client du cabinet de conseil était Chambers Holdings lui-même. Harold m'a embauché pour effectuer un examen complet de la gouvernance. L'ironie n'échappa à personne. L'entreprise payait maintenant un prix de marché pour une expertise qu'elle avait obtenue gratuitement pendant une décennie. Richard assista à la première présentation. Il s'assit au fond, silencieux, sa Patek Philippe visiblement absente. Quand je présentai la nouvelle structure de supervision, il se contenta de hocher la tête. Après la réunion, il laissa une note sur mon bureau. Votre grand-mère serait fière. C'était ce que je pouvais obtenir de plus proche d'une excuse. C'était suffisant. 6 mois plus tard, je trouvai une dernière lettre de grand-mère dans le coffre-fort, cachée sous les documents juridiques. Elle était scellée, marquée, à n'ouvrir qu'après avoir gagné. Ma très chère Evelyne, si tu lis ceci, tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire, te tenir tête à Richard avec des preuves qu'il ne pouvait nier. Je savais que ce jour viendrait. Richard a hérité de l'ambition de son père, mais pas de son intégrité. Marcus a hérité de l'arrogance de Richard, mais pas de son intelligence. Tu as hérité de ma patience et de ma fureur. J'ai structuré le trust en sachant que Richard le violerait. Les dispositions n'étaient pas destinées à protéger l'argent des étrangers, mais de lui. Tu as toujours été le véritable héritier de cet empire, non pas à cause du sang ou du favoritisme, mais parce que tu comprends que le pouvoir sans responsabilité n'est que de la tyrannie avec un compte bancaire. Ton père ne te pardonnera jamais complètement, mais un jour il pourrait comprendre. Il a confondu la peur avec le respect, l'obéissance avec la loyauté. Tu lui as montré la différence. La famille avait besoin d'être sauvée d'elle-même, et seul quelqu'un qui avait été rejeté et diminué pouvait voir assez clairement pour le faire. Rappelle-toi, le pouvoir ne concerne pas le contrôle, il concerne la responsabilité. Les documents comptent plus que les mots, et la famille ne signifie pas accepter les abus. Tout mon amour, grand-mère. Je garde cette lettre encadrée dans mon bureau à côté de ma licence de CPA et de la photo de la réunion du conseil d'administration où tout a changé. Les clients me posent souvent des questions à ce sujet. Je leur dis que c'est un rappel que le plus grand héritage n'est pas l'argent ou la propriété, c'est le courage d'exiger ce que vous méritez. L'Empire Chambers est toujours debout, plus fort maintenant avec une gouvernance appropriée. Richard reste président émérite, un titre sans pouvoir. Marcus envoie des cartes postales d'Europe, jamais des excuses. Mère et moi déjeunons ensemble tous les mois, construisant quelque chose de nouveau à partir de l'honnêteté. Et moi? Je suis exactement là où je prévoyais d'être, mais pas comme je m'attendais à y arriver. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans sa lutte pour le respect. Je partage plus d'histoires sur l'établissement de limites professionnelles et la résistance aux dynamiques familiales toxiques chaque semaine. Commentez ci-dessous avec votre propre expérience. Parfois, le fait de savoir que d'autres ont suivi ce chemin fait toute la différence. Merci d'avoir écouté mon histoire. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui refusent de la voir.